Bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion, je suis Albator et à mon habitude je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Hugo. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah ça va bien, surtout qu'aujourd'hui on parle d'un film qui a été très attendu sur cette année, sur ce début d'année. C'est le nouveau film de Park Chan-wook, quand même réalisateur assez renommé de la Corée du Sud, avec du coup ce nouveau film, No Other Choice, aucun autre choix en français, qui est sorti mercredi dernier. Je pense que tu t'y connais évidemment plus que moi, du coup on va commencer par parler de ce cinéaste-là, et puis on va aller se plonger dans ce nouveau film, mais avant, je vais quand même donner le synopsis. Alors, dans ce film, on va nous mettre en scène un cadre dans une usine de papier qui s'appelle Yumansu, qui est un homme assez heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison, son argent. Mais lorsqu'il est licencié, sa vie va basculer, il ne supporte pas l'idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Du coup, pour retrouver son bonheur, il va essayer d'éliminer tous ses concurrents qui apparaissent, puisqu'il a une offre qui lui permettrait de se relancer un petit peu dans sa vie dans une autre usine de papier, alors que du coup on est dans un contexte socio-économique, politique de 2025 avec la numérisation d'à peu près tout et l'arrivée ensuite de l'intelligence artificielle. Voilà, on en est là. Et bah du coup, comme je l'avais dit, Hugo, je pense que tu as un plus grand rapport à ce cinéaste que moi, dont je n'ai vu que deux films. Donc, quel est ton rapport? Qu'est-ce que tu penses de Park Chan-wook comme cinéaste, de ses films, de ses poussées un peu plus politiques dans son cinéma? Parce que oui, le cinéma c'est politique, hein. Coucou Wim Wenders. Qu'est-ce que t'en penses? Figure-toi que je suis comme toi, j'ai pas vu grand-chose de Park Chan-wook, mais je suis content que tu penses que je suis un grand connaisseur. Non, en réalité, je connais, on va dire, une grande partie du cinéma coréen, parce que c'est une cinématographie vraiment très intéressante, avec aussi des spécificités esthétiques. Pour autant, Park Chan-wook, c'est quelqu'un que je maîtrise beaucoup moins que, par exemple, Bong Joon-ho. Et pour autant, moi qui suis quand même assez fan, si on peut dire ça comme ça, de ce que propose Bong Joon-ho, je retrouve des liens justement entre ces deux cinéastes que on a l'habitude de mettre en confrontation, surtout à notre époque, puisque ce sont, on va dire, les deux grands noms coréens actuellement, qui pourtant n'ont pas grand-chose à voir hein, dans leur façon de traiter le cinéma, mais je trouve que déjà dans aucun autre choix, il y a une sorte de corrélation entre leurs deux univers qui peut se faire, alors quand même ils n'ont pas bossé ensemble. Euh, juste pour préciser, voilà, Park Chan-wook, je n'ai vu que Old Boy et son film américain qui était Stalker, il me semble, à l'époque. Euh, et c'est même un cinéma que ce soit de Old Boy ou Stalker, que je n'apprécie en fait pas tant que ça. Enfin, je trouve ça sympathique, mais je vois toujours un espèce de problème global, enfin, dans ces trois films-là que j'ai pu voir du coup, qui est une sorte de sophistication de la série B, puisque c'est un auteur qui me paraît être très ouvert à la série B et qui a vraiment une intensité dans le divertissement qu'il propose, mais qui ne peut s'empêcher de toujours tout complexifier. All Boy, c'est un film qui est quand même très complexe, tant dans sa structure narrative que dans sa mise en scène. C'est aussi un cinéaste qui est très boulimique dans sa façon de faire du cinéma. Il y a plein de plans partout, ça bouge dans tous les sens, c'est parfois très baroque. On en reparlera aujourd'hui, je pense, mais il y a toutes ces choses qui font que ces films paraissent très balourds dans un sens esthétique comme dans un sens narratif. Et aujourd'hui se pose la question politique, puisque c'est un film ouvertement critique. Est-ce que c'est un film tout aussi balourd que le reste? Enfin, si tant est qu'on peut considérer, comme je le fais, le cinéma de Park Chan-wook comme un cinéma empoté, je pense que ce sera un peu toute la question de cet épisode. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ma vision de Park Chan-wook, donc n'hésite pas à nous éclairer toi aussi. Bah écoute, je crois qu'on a vu le même nombre de films tous les deux de Park Chan-wook parce que moi j'en ai vu aussi deux qui ne sont ni Old Boy ni Stalker comme t'avais parlé, mais qui sont ces deux derniers, à savoir Mademoiselle et Decision to Live. Et je retrouve quand même ce que t'as dit, c'est-à-dire que on a un cinéma qui de manière écrite se veut très complexe, notamment bah en fait avec ces deux films il le fait d'une manière assez différente puisque dans Mademoiselle il utilise trois arcs de personnages mis les uns après les autres pour faire un effet Rashomon et ensuite pour raconter cette histoire qui se complique à chaque fois, qui s'explique à certains moments, mais qui rajoute un peu plus de mystère, mais aussi avec Decision to Live qui, malgré sa trame un petit peu simpliste, est assez compliquée. Je vois ce que tu
tu veux dire quand tu parles de ça. Et il y a aussi ce visuel qui, je crois, a quand même évolué au fil des années. J'avais quand même vu une partie de Oldboy et de Sympathy for Mr. Vengeance. Donc je vois que quand même il y a une différence de ton. Il a évolué dans son cinéma pour donner quelque chose qui formellement paraît irréprochable, mais comme notre ami Jumelon le dit assez souvent à propos de Decision to Live, peut-être que ça en fait trop pour rien dire que c'est un film de bandeur de forme qui n'aime que les images qui bougent, quoi, les clés. Mais dans ce cinéma-là, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à exploiter au niveau des personnages, de leur psychologie. Et c'est ce que je retrouve aussi ici avec No Other Choice, puisque encore une fois, c'est cette psychologie-là qui est au centre du récit, en plus de cette satire qui va faire, hein, puisque ça va être un film très satirique, très gorgé d'humour, surtout à certains moments, au moment qu'il se vole avec le plus de tension. Il va un peu briser cela avec certaines pointes humoristiques. On en parlera évidemment après. Mais pour faire un bilan sur le cinéma, je trouve que il y a beaucoup de formes avec une surcomplexification de son récit. Mais j'aime bien, mais ça me touche pas vraiment et esthétiquement. C'est pas quelque chose dont je raffole. Contrairement à d'autres TikTokers, je sais qu'il est beaucoup plébiscité par le TikTok cinéma. Moi, ça m'intéresse, mais en cinéma coréen, je trouve beaucoup plus mon sel avec du Hong Sang-soo, qui a une approche un peu plus froide, mais qui, même sur l'écriture des personnages, de ses histoires, etc., a quelque chose de plus organique, de plus complexe aussi. Moi, je préfère ce cinéma-là. Et je pense que Bong Joon-ho, j'en ai peut-être vu assez peu en réalité. Du coup, je pourrais pas parler. Je pourrais parler du coup de ces deux plus récents, hein. Donc Parasite et Mickey 17 qu'on a traité sur la chaîne avec Sawyer. Mais le cinéma coréen, moi, c'est toujours quelque chose qui m'est un peu plus abstrait, tu vois. Je sais que toi, t'es toujours, tu l'as dit, t'es un peu plus réceptif à cela. Moi, ce serait plus le cinéma japonais, puisque je suis évidemment un bandeur de Japon. Ce serait plus avec de nouveaux auteurs comme Ryosuke Hamaguchi ou même Koreeda. J'aime beaucoup ce qu'il fait récemment. Ce serait plus ça qui me toucherait dans ce cinéma asiatique-là, en plus d'autres auteurs comme Happy Chalpong Vera Cool, mais c'est encore un autre registre. Mais du coup, No Other Choice, on a donc précisé le synopsis, et je vais te demander à toi d'ouvrir le bal autour de ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui l'as vu hier, il me semble. Qu'est-ce que t'en as à en dire autour de ses thèmes, de ses personnages, de son ton, du coup, et aussi, du coup, de sa forme, surtout. Ouais, alors effectivement, je l'ai vu hier. C'est un film qui m'intéresse peut-être plus que les autres par Chan-wook que j'ai vus, dans le sens où on retrouve ses excès, on retrouve son espèce de boulimie formelle, peut-être même de façon exacerbée. Les 20 premières minutes de No Other Choice sont assez marquées en fait dans leur artificialité, où on a un espèce de cinéaste démiurge qui s'amuse à jouer avec le jour et la nuit en une seule séquence, à manipuler les tonalités de la lumière. Il y a aussi un jeu sur la photographie qui est assez intense dans tout le film. Donc oui, c'est un film qui va dans l'excès, mais pour autant c'est un film qui se sert de l'artificialité pour raconter l'artificialité du monde, ce qui n'était jamais le cas au passage avant chez Park Chan-wook. C'était des choses qu'on mettait un peu facilement d'ailleurs, je trouve, sous le cadre de la misanthropie. En fait, je pense pas que Park Chan-wook soit vraiment intimement misanthrope, mais après c'est une lecture qui se comprend aussi. Mais là, je trouve que vraiment il y a dans cette artificialité un enjeu narratif qui épure un peu le film, dans le sens où on n'a pas ce côté gros bourrin que peut avoir parfois sa mise en scène surstylisée, quand bien même on a certaines séquences qui paraissent lourdes, hein. Il y a une séquence en fin de film, cette espèce de climax très long entre deux personnages qui boivent des bières. Ça me paraît quand même super excessif comme façon de réaliser une scène. On a des caméras à l'intérieur de la pinte, et puis ensuite on a des images qui vont se rapprocher des gorges en gros plan qui sont en train d'avaler la bière, etc. Enfin, il y a tout un découpage ultra millimétré qui, parfois, dans certains mouvements du film, me paraissent quand même assez alambiqués pour pas grand-chose. Mais c'est du Park Chan-wook, c'est, on va dire, dans sa logique. Mais il y a quelque chose qui m'empêche de voir ce film comme une simple série B compliquée, sophistiquée.
c'est que pour la première fois, il me semble, ou du moins dans un registre assez rare, Park Chan-wook fait de la comédie, au sens où il n'inclut pas des gestes comiques, il fait pas des ruptures de ton, parce que ça, c'est quelque chose qu'il a, en réalité, il a toujours fait, comme à peu près tous les cinéastes contemporains qui viennent de Corée, parce que les ruptures de ton, qu'elles soient comiques ou gore ou n'importe quoi, sont toujours au centre de l'esthétique coréenne. Mais là, Park Chan-wook, il fait de la vraie comédie, c'est-à-dire que son film, il est écrit et pensé comme une comédie. Et c'est là que ça permet aussi de étaler un peu toute cette grosse boule rigide qui est la mise en scène hyper condensée de Park Chan-wook, parce que avec la comédie, il y a quand même une tonalité absurde et une tonalité aussi forcément politique. Alors on pourra parler, je pense plus tard, de la question purement politique, de la manière dont elle est amenée, parce que il y a quand même des choses à en dire, je trouve, sur No Other Choice. Mais dans son rapport à la comédie, c'est certes tout aussi excessif, et pour autant ça libère le film, ça lui permet une libération, et c'est peut-être dans cette veine-là, qui est plus proche de la veine de Bong Joon-ho, que je pense qu'on sera amené à voir Park Chan-wook à l'avenir. C'est un film qui, je trouve, est quand même super drôle, parce qu'il filme déjà un personnage qui est complexe parce que maladroit. C'est pas un personnage de comédie comme on a l'habitude d'en voir, au sens où ce serait parfois un peu un idiot, ou que ce serait quelqu'un totalement en décalage avec le monde. Non, c'est quelqu'un qui est très conforté dans le monde, qui cherche à y rentrer plus que tout, quoi. Là où d'habitude on a un mouvement de fuite du système, là on a un mouvement inverse qui est de vouloir rentrer dans ce système. Et c'est un geste purement comique, parce que c'est un personnage qui doit faire des choses qui sont habituellement au cinéma même pas pensées comme des choses à faire. Je parle du fait de tuer. C'est un personnage qui, sans spoiler, est amené à devoir tuer des gens, et la question qui se pose est une question extrêmement matérielle, mais qui est pensée comme un registre comique, c'est comment est-ce qu'on tue quelqu'un? Parce qu'au cinéma, on le sait, c'est très facile de tuer quelqu'un, c'est parfois même très charismatique, hein, le nombre de films où on voit des gens tuer d'autres gens de manière très badass, mais en réalité on se pose rarement la question de concrètement à quoi ça ressemble. Et ben là on a un personnage qui déjà se demande comment faire pour tuer quelqu'un, en prenant par exemple des pots de fleurs, en le lançant, il se pose des hypothèses, il essaie de construire son plan, et c'est quelque chose de foncièrement maladroit, parce que c'est un personnage qui quand même a une morale, et qui sait que sa morale parfois peut aller vers des choses qui ne sont pas socialement acceptables, le fait de tuer quelqu'un. Du coup il y a quand même toute cette question purement comique de comment tuer quelqu'un, mais aussi dans le geste, dans la façon dont il tue les gens, et comment il cache le fait qu'il les a tués. Ce n'est pas du tout un travail d'expert, c'est vraiment limite quelque chose de potentiellement crédible en fait. Et tout l'humour de Park Chan-wook se repose là-dessus. Et c'est pour moi ce qui vraiment empêche le film d'être un simple excès boulimique, c'est qu'il y a cette comédie dedans, et c'est, je trouve, ce qu'il y a de mieux. Bah, je suis assez d'accord, hein. Le film se veut comme une grande satire avec ce personnage, du coup, comme tu l'as dit, qui est foncièrement ridicule, qui essaye tant bien que mal de réaliser son plan, mais qui, on le constate, est ridicule, n'y arrive pas, il a aucune compétence en ça, il s'y retrouve un petit peu, comme le titre l'a dit, sans aucun autre choix, même si c'est une notion à laquelle on peut revenir, mais oui, c'est une comédie dans laquelle Park Chan-wook joue avec ces situations, joue avec la construction d'un meurtre pour en tirer certains effets comiques, notamment lorsque du coup il doit essayer de faire son plan, s'infiltrer, repérer les allées et venues de ses cibles, puis ensuite se débarrasser des corps, etc. C'est quelque chose qui est logique et qui est normal pour un tueur, mais qui lui du coup n'a peut-être qu'un imaginaire autour de ça, mais autour de sa forme que tu dis bullying, je trouve que avec ce film-là, il se restreint beaucoup, parce que je trouve qu'on aurait pu dire ça beaucoup plus de Decision to Live, qui en donnait énormément. C'est un film qui avait au moins une idée différente de mise en scène par seconde, et qui à chaque fois en jouait. Peut-être on avait avec ce film-là le trop plein, mais ici je trouve qu'il revient un petit peu à la normale entre guillemets, avec beaucoup d'effets certes, mais qui sont beaucoup plus maîtrisés, où il a compris qu'il fallait pas trop en faire pour pouvoir croire réellement à ce récit, pouvoir bien le contrôler, tandis que Decision to Live, c'était quelque chose qui partait un petit peu dans tous les sens, dans lequel on se perdait beaucoup. C'était un petit peu un labyrinthe, alors que en soi le narratif était assez clair. Ici, je trouve qu'il se restreint beaucoup, et tant mieux, parce que il arrive à garder un style assez singulier, mais à faire un film qui se comprend bien et est très lisible dans sa mise en scène, même si tu en avais parlé, dans ses découpages, dans ses
transitions notamment au début, je crois, il y a une transition qui m'a fait beaucoup rappeler ce style, avec un lave-linge qui mène à la mer, etc. Ça, c'est son cinéma qui est beaucoup plus restreint et beaucoup plus mieux amené pour moi en tout cas. Mais oui, c'est un grand film comique et pour moi, il détonne un petit peu d'un film que j'ai en tête qui est La femme infidèle de Chabrol, dans lequel on voit un meurtre qui est millimétré, où tout le déroulé se passe sans problème, même si à un moment, du coup, la mort arrive sur un excès de violence, sur un excès de passion, alors qu'ici, cette passion-là est un petit peu absente, c'est plus du millimétrage, un petit peu comme son cinéma, du coup, est lié à une incompétence de son personnage. C'est un film qui est drôle grâce à ça et je te rejoins là-dessus. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres choix qui font que c'est un film comique, notamment autour de ce aucun autre choix du coup qui donne le nom au film, puisque en fait tout l'humour vient du fait que ils ont beaucoup d'autres choix. C'est-à-dire que on a une sorte de focus du personnage autour du fait qu'il doit retrouver un travail semblable à celui d'avant, qu'il doit regagner sa maison, qui doit redonner les chiens à sa fille. On en parlera d'ailleurs de cette métaphore animale liée à tout ce monde du travail. Dès lors que on analyse le cadre autour duquel le personnage fait ses choix, on est déjà dans le registre comique parce que c'est des personnages qui sont un petit peu stupides. Ils sont omnibulés par une seule chose, c'est regagner ce statut social-là, alors qu'il y a d'autres alternatives à côté qui sont montrées notamment, je crois, avec un personnage qui a ce même but que le protagoniste, qui est de redevenir en tant que cadre, de cadre dans le papier, mais on lui dit beaucoup de fois que en fait il aurait pu juste ouvrir un autre truc à côté, ouvrir un petit café où il pourrait se refaire son argent, il pourrait être heureux, tu vois. C'est pour moi l'humour tient aussi de ça, tient aussi de ces personnages qui sont omnibulés par ce capitalisme-là. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Non, il y a quand même un concept d'aliénation marxiste qui est quand même présenté là fortement chez Park Chan-wook. Alors j'ai pas envie de dire que c'est un grand marxiste, loin de là, mais le concept est là dans le sens où, tu l'as dit, en fait, le monde du travail actuellement, tel qu'il est présenté par Park Chan-wook, propose diverses fonctions, diverses cadres aussi dans lesquels on peut travailler, et c'est aussi un travail foncièrement néolibéral dans le sens où l'employé est lui-même devenu une marchandise, dans le sens où, il peut être envoyé un peu de façon intérimaire à travailler un peu partout, même dans des domaines de compétences qu'il ne maîtrise pas, puisqu'on n'a plus besoin de compétences dans les jobs actuels. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a travaillé 25 ans dans la papeterie peut se ramener, par exemple, à avoir l'idée, ou à ce qu'on lui propose l'idée d'ouvrir un bar à vinyle, par exemple, enfin un bar, je sais pas comment il formule ça, mais vous avez l'idée. Et du coup, oui, c'est quelque chose de foncièrement néolibéral que de voir l'employé comme une marchandise. Et donc, si l'employé est une marchandise, l'employé est une forme d'objet, et un objet d'autant plus concurrentiel. C'est pour cela que notre cher personnage va vouloir s'en débarrasser afin d'être l'unique marchandise, l'unique offre sur le marché du travail. Et donc c'est un peu là toute l'ambition de Park Chan-wook, que de montrer qu'on a un espèce de retour à la classe ouvrière par une certaine génération qui ne peut se faire dans le monde du travail néolibéral. Est-ce qu'on doit en penser que Park Chan-wook est un grand capitaliste, fan de l'exploitation d'usines, et qui aimerait retrouver un peu ce travail pur et simple, qui ne soit pas débridé à toutes les sauces néolibérales? Je ne sais pas, mais en tout cas, la question que pose le film est finalement pas si subtile que ça, et c'est là où je retrouve un peu le côté un peu empoté, un peu balourd de Park Chan-wook, qui est aussi, paradoxalement, je parlais de Bong Joon-ho tout à l'heure, quelque chose qui peut se rapprocher de Bong Joon-ho dans cette... tous les deux, surtout dans Other Choice pour Park Chan-wook, mais tous les deux ont vraiment ce goût pour la question politique, mais une question politique qui serait finalement pas plus pensée que ça, dans le sens où c'est l'expression très littérale de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, sans finalement y voir une porte de sortie ou une ouverture à la réflexion derrière, puisque je pense qu'on peut ouvrir une partie spoiler, ça me paraît important. Voilà, on va considérer qu'on est déjà en partie spoiler du coup, mais Oui, on a du coup cette fin qui pose largement problème, pour moi en tout cas, puisque en dehors
peur de ce qu'elle revendique politiquement, à savoir un retour de la machine sur le travail de l'homme, encore une fois, tout un travail profondément marxiste. On a la question de la misanthropie qui pour une fois se pose vraiment chez Park Chan-wook, pardon, parce que si dans Hellboy on peut y voir une forme de misanthropie, je trouve quand même facile de se cacher derrière ce registre, autant ici j'ai quand même l'impression que c'est ce qui cherche à nous dire, quoi. C'est quoi la fin? Eh ben c'est que ce personnage a finalement gagné, mais à quel prix? Perdre son travail 6 mois plus tard parce que toute l'usine est automatisée, jusqu'à pareil, je parlais dans l'introduction de Park Chan-wook qui décide du jour et de la nuit dans une séquence. Bon bah la séquence de fin, la séquence de conclusion, c'est finalement la même chose. Il y a quelqu'un qui décide du jour et la nuit au sein de l'usine, mais ce n'est plus Park Chan-wook en tant que cinéaste, en tant qu'humain qui produit un film, c'est l'intelligence artificielle qui contrôle les machines qui éteignent le jour et la nuit. Donc est-ce qu'on doit en comprendre que l'IA va bientôt tous nous remplacer, qu'on aura bientôt plus à se poser la question du travail parce que l'IA aura tout remplacé? J'ai un peu l'impression que c'est ce propos assez grossier, un peu balourd aussi, qui est posé sur la table. Alors après, je vais pas faire de jugement moral sur ce que pense Park Chan-wook, mais disons que la question dans son scénario, elle pose un peu souci parce que c'est ni une fin ouverte, ni une fin totalement fermée. On pourrait même penser qu'il n'y a pas de fin, que c'est un nouveau début finalement. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'écriture dans son film, d'autant plus dans sa revendication politique qui pose souci. Et quand bien même il y a des bonnes idées, hein. On parlait tout à l'heure des chiens qui portent les mêmes prénoms que les enfants, un symbole un peu de un double animal de l'être humain, surtout dans cette famille artificielle entièrement recomposée. C'est là justement la séquence d'introduction, c'est ce père de famille qui ordonne à sa famille de venir faire un câlin pendant que le jour laisse sa place à la nuit, que les fleurs de rose tombent par terre et tout. C'est un peu le paradis au cœur de l'artificialité finalement. Et la question de l'animal et de son double, elle pose vivement du coup une question contraire à l'artificialité, puisque l'animalité c'est tout le contraire de l'artificialité. Mais où se trouve, en dehors de ce registre des animaux, hein, les animaux qui seront d'ailleurs expulsés par le scénario, la question de l'animalité, c'est toute une grande question politique, et il y a de grandes idées derrière, mais il n'empêche que ça me paraît un peu fouillis, un peu brouillon comme réflexion. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a une sorte, pour moi, pour ma part en tout cas, de malaise dans le scénario sur ce que vraiment cherche à dire le film de la situation du travail en Corée, quoi. Bah, je suis d'accord avec ça et c'était vraiment le point sur lequel je trouve que le film aurait été intéressant et qu'il est intéressant à analyser du coup. Mais en soi, autour de cet être animal qui serait du coup qui se rapporterait aux humains puisqu'ils ont le même prénom et voilà. Bah, je trouve que Park Chan-wook le fait assez distinctement dès le début, hein. Et dès le protagoniste et comme les chiens, il se fait expulser de l'usine. Et en sachant que l'homme est un animal politique, c'est assez, je trouve, astucieux d'avoir ces figures-là. Après, est-ce qu'ils les utilisent? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que on les a au début, puisqu'ils vont symboliser l'harmonie de cette famille-là, le fait qu'ils sont là, que la fille ne soit pas triste, qu'elle ait deux figures qui soient là, qui soient amies avec elle. Mais à un moment, ils partent et à la fin, du coup, ils reviennent pour revenir à cet état de bonheur, un bonheur qui est semblable du coup à cette famille nucléaire dont on avait aussi parlé avec The Mastermind de Kay Reichardt, où du coup Kay Reichardt déconstruit tout cet idéal-là. Ici, je trouve que dans l'approche autour du capitalisme coréen, de cette société ultra compétitive, je trouve qu'il le fait, mais pas vraiment. C'est-à-dire que il le montre, il s'en moque surtout avec ce personnage qui est obligé. Encore une fois, c'est toujours une notion qui est répétée dans le film, mais qui est absolument fausse, hein. Il le veut comme ça, elle est fausse, c'est quelque chose de factice, le fait que il n'ait aucun choix. Mais dans ce capitalisme-là, je trouve que, eh bien, il est là, mais ils en profitent quand même beaucoup. C'est-à-dire que on montre pas vraiment ce prolétariat qui devrait venir vis-à-vis du fait d'être viré, qu'ils perdent tout. Je trouve que en réalité, ils montrent pas vraiment cette chose-là. Ils restent sur place. Leur maison doit être vendue. Au final, ils vont la garder tout le film.
la famille abandonne leurs activités. Je crois le fils s'en moque un petit peu avec juste Netflix qui est un moment auquel ils vont se désabonner, la mère qui va commencer à travailler, tout ça. Je trouve que c'est très peu vis-à-vis de tout ce que le film tend à proposer à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment ce point-là qui plongerait plutôt le film non pas dans une approche plutôt marxiste du travail, même si elle est là, mais dans quelque chose d'un peu plat et qui n'est là qu'en surface finalement. Alors que, eh bien, c'est vrai, à la fin, on a d'abord cette industrie qui n'est faite que d'humains qui sont là, qui sont assez heureux de travailler dans le papier pour qu'à la fin il n'y ait plus que de l'IA et une seule personne à la tête de ça, une seule personne qui va peut-être potentiellement être virée. Et toi tu disais si c'était une fin ouverte ou une fin plutôt fermée, moi je pense que c'est pas vraiment une fin en soi, que c'est un petit peu dommage que le film se termine là-dessus et pas un petit peu plus loin ou un petit peu plus tôt. Même si bah du coup il essaie aussi d'aborder ce fait que l'IA arrive tant à remplacer l'humain, mais il le fait tellement peu du coup finalement que ça retombe en tant qu'effet humoristique aussi. C'est-à-dire que on a toutes ces constructions du scénario pour qu'un personnage qui veuille réellement avoir ce travail-là se retrouve à la fin à l'avoir, mais à devoir lui aussi se faire plus tard remplacer par l'IA. Je trouve que c'est beaucoup plus humoristique que quelque chose qui tende à réfléchir autour de ce sujet-là. Et ensuite, pour finir, je trouve aussi que lié aussi à l'habitation de cette famille, bah ça aurait été aussi intéressant de nous montrer quelque chose d'un peu plus extérieur, tu vois, que nous montrer uniquement cet idéal typiquement capitaliste de la famille dans lequel ils sont tous heureux. Ok, à un moment ils sont un peu moins heureux parce qu'ils sont pauvres, mais ensuite ils reviennent au bonheur, etc. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus important, beaucoup plus impactant, surtout si ça avait été plus exploité. Mais alors que surtout à côté de cette maison, à la fin, je crois qu'on le voit, il y a des HLM ou ce qui s'apparente à être des HLM coréens. Et je trouve que cette approche-là de se focaliser que sur sa famille, c'est un peu dommage et ça enferme le film dans l'idéal capitaliste que le film tend à dénoncer finalement. Ce serait le gros reproche que j'ai au film. Et t'avais aussi, du coup, parlé de ce qui était intéressant vis-à-vis de cette vision du travail-là. Je trouve que, pardon, Park Chan-wook, il est assez imprécis, ou du moins, il joue beaucoup plus sur l'existence de ces deux visions-là. De cette vision où, en effet, l'être humain est aliéné par le travail, que regardez tout ce qu'il est prêt à faire aussi pour ce travail-là. Il est considéré comme un animal, il est ramené à ça. Mais d'un autre côté, c'est pas si anticapitaliste que ça, finalement. Moi, ce serait ma vision de la chose. Après, je comprends qu'on puisse pas être d'accord avec ça, mais c'est ce que je vois dans ce film-là. C'est pour moi ce qui est aussi le plus intéressant, puisque Park Chan-wook, il joue avec cette double vision pour créer sa satire. Et ça, à mes yeux, ça marche quand même assez bien, puisque l'humour prend, on a ces personnages auxquels on s'attache, mais pas vraiment non plus. C'est un personnage assez horrible, mais qui, entre guillemets, réussit. C'est un rapport compliqué que j'ai avec ce film. Et c'est assez fascinant de voir comme la manière dont ce cinéaste parle de son pays, parle du travail, en sachant que son précédent film, Decision to Live, en parlait un petit peu, mais sous un autre jour, puisque c'était un flic qui tombait amoureux de son criminel. C'est un rapport particulier, du coup. C'est un film que, à réagir à froid, c'est un peu compliqué, mais je sais plus si j'ai vraiment aimé. Je pense que j'ai aimé surtout parce qu'il y a plein de bons points avec ce film, mais je sais pas finalement. Il y a cette chose-là, ce fait que d'un côté, il soit anticapitaliste, de l'autre, il l'est quand même un petit peu. Ça reste un petit peu un film de droite. C'est un film compliqué. Oui, non, en fait, la question de savoir s'il est anticapitaliste ou pas, elle se pose, mais la question, en fait, je la déplacerai dans le sens où c'est un film qui ne se demande pas s'il est capitaliste ou s'il ne l'est pas. C'est un film qui se demande s'il est capitaliste comme on l'était il y a 25 ans ou comme on l'est aujourd'hui. Et là,
toute la question se tient là, et c'est aussi quelque chose qui est paradoxalement purement un problème esthétique dans le film, dans le sens où, bah déjà à quoi ça ressemblait les usines il y a 25 ans, on n'en sait rien, parce que ce n'est pas montré, je veux dire, on en parle finalement assez peu et on nous le montre pas, mais les usines aujourd'hui, on les voit quasiment que dans la toute fin, avec ces espèces de robotisation et de l'humain remplacé par la machine. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le cas comme ça aujourd'hui, ou est-ce que c'est une poussée fictionnelle de la part de Park Chan-wook? En vérité, j'en sais rien, je travaille pas en papeterie, mais potentiellement que cette espèce de d'ubérisation par la machine du travail ouvrier existe, mais la question en fait elle est compliquée dans le sens où on est quand même censé voir quelqu'un de la classe ouvrière qui lutte pour pouvoir continuer d'être un ouvrier. Or, ce que je vois dans le film, c'est quelqu'un qui a une grande maison, une serre dans sa grande maison, sa maison qui certes a eu des difficultés à la payer parce que c'est dit tout au long du film, mais il y a quand même, voilà, c'est quelqu'un qui vit bien, qui peut faire des barbecues, qui a un train de vie vraiment très confortable, et ça se voit, la maison est belle, et ça se voit aussi que tout est embelli. Les 20 premières minutes du film, c'est juste Park Chan-wook qui embellit le cadre de cette maison avec justement bah, les fameux cerisiers en fleurs, etc., etc. Et à ce moment-là, j'ai de mal à croire que ce type-là soit un ouvrier. Il peut faire à peu près tous les métiers du monde qui soient un peu connotés bourgeois, mais jamais de la vie je ne vois ce type comme un prolétaire. Et pourtant, c'en est un. Et il a des problèmes de prolétaire dans cette grande maison et tout et tout. Et là, je pense que c'est là un peu la limite de l'artificialité de No Other Choice. C'est que, ben, à quel moment je suis censé croire à tout ce qu'il me raconte et à quel moment je suis censé penser politiquement le film si il y a déjà ce genre de paradoxe qui existe à l'intérieur. Et c'est là finalement une question complexe, d'autant plus que c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, par son salaire d'ouvrier, nourrissait 2 chiens, sa femme qui ne travaillait pas et qui se concentrait sur le tennis, sur sa passion. Pareil pour la fille qui joue du violoncelle. Encore une fois, un instrument connoté bourgeois avec musique classique, etc. Et bah, ce fils qui a son abonnement Netflix, etc., etc. Bon, à partir de là, j'ai quand même du mal à croire à ce que nous propose Park Chan-wook. Du moins, j'ai du mal à savoir si Park Chan-wook connaît vraiment ce dont il parle, quoi. Parce que ça me paraît complexe. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut aller dans le misérabilisme et qu'il faut forcément inclure une dimension sociale dans les décors du film, etc. Mais en Corée, particulièrement chez Bong Joon-ho, avec Parasite notamment, on est tout à fait capable de montrer des espaces prolétaires, des espaces ouvriers avec de familles nombreuses, et qui soient en plus de ça, dans leur salubrité, quand même esthétisés. Parasite, c'est uniquement ça, cette espèce de sous-sol qui finira inondé, qui est aussi comment dire, non pas suresthétisé, mais sur-rempli, quoi. C'est toute la question que pose Parasite. Alors, sans faire un comparatif entre les deux, parce que ça sert à rien, je trouve que sans aller dans l'artificialité et dans la joliesse, bon, je peu ou prou la même chose politiquement sur la famille prolétaire que Park Chan-wook. Donc à partir de là, la question finalement esthétique purement des décors et tout, chez Park Chan-wook, elle est quand même suspicieuse. Elle me dérange. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Bah moi, de ce que je me souviens de son cinéma autre que Mademoiselle et Decision to Live, malgré que dans Mademoiselle, on montre un petit peu ce milieu prolétaire avec ce protagoniste qui est une servante et qui vient d'une maison où ils sont plusieurs. Mais même là encore, c'était très suresthétisé, où c'était un prolétariat de façade. C'est-à-dire que quand même, on avait l'impression que ce décor n'abritait pas vraiment de pauvreté. Alors que, plus tôt dans sa carrière, on a Old Boy dans lequel moi je vois l'appartement de la fille là, la protagoniste féminine, qui était quand même aussi très surchargée de désordre, etc., qui quand même était assez grand, mais qui était montré comme étant un petit peu insalubre. Et Sympathy pour Mr. Vengeance, qui lui montrait dès ses premières minutes la pauvreté. C'est-à-dire qu'on débarque dans un appartement où les murs sont à peu près en carton, hein, tellement on entend ce qui se passe à côté. On habite dans des petites pièces où ils sont à 40 à côté dans cette petite pièce aussi, etc. On montre ce milieu, mais j'ai l'impression que
au fil du temps, du moins de ce que j'ai vu de son cinéma, il a perdu ça. Et No Other Choice représente ça, puisque on revient à cette façade, mais ça ne cache rien derrière, quoi. On aurait pu avoir l'impression que derrière cette belle maison avec sa serre, etc., c'est beau cerisier, c'est deux belles voitures quand même qui doivent coûter un bras, ces deux beaux chiens, des labradors, etc. Il y a quelque chose derrière, un drame familial. Mais en fait, quand je comparais avec Chabrol, je comparais aussi la vision de cette société bourgeoise. C'est-à-dire que dans ce film-là, on est dans une énorme maison dans laquelle on a une famille qui habite bien, qui est peut-être un petit peu en crise vis-à-vis de la tromperie, mais qui habite quand même dans un truc qui ressemble à un château, dans un grand jardin dans lequel on va fêter l'anniversaire du petit Billy. On reste dans une société là, malgré qu'on montre jusqu'où elle peut aller, quoi. Et peut-être c'est là où cette vision de ce faux prolétariat prend sens, c'est que peut-être que Park Chan-wook veut nous montrer que cette bourgeoisie, dès lors qu'il se passe un drame, se considère comme absolument pauvre, que leur vie est un petit peu finie, que l'équilibre il se brise, etc. Alors que c'est tout ça tient de leur choix entre guillemets, c'est-à-dire que comme je l'avais dit précédemment, si ils voulaient retrouver un travail un peu plus simple que être manager dans une usine de papeterie, il aurait pu le trouver. C'est que il y a cette vision aussi un petit peu de capitaliste de Park Chan-wook qui nous dit mais regardez, ces personnages ils auraient pu très très bien retrouver du travail, mais c'est eux qui ne le veulent pas. Et bah c'est en ça que le film serait intéressant aussi à analyser, c'est dans cette vision là de ce capitalisme dans lequel eh bien tout n'est que façade et bah leur plus grand complexe vient de leur choix désastreux, hein. On parle du protagoniste, mais c'est aussi le cas pour les deux autres grands personnages de ce film, qui vont être du coup ces victimes, hein. On est dans ce parti spoiler, je peux le dire. Tout n'est que leur choix, ce qui arrive à rejoindre une sorte de fausse critique de cette bourgeoisie-là. C'est encore une fois, c'est un rapport compliqué avec ça. Voilà. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter là-dessus. Non, mais je pense qu'on va pouvoir doucement conclure l'épisode là-dessus parce que je pense qu'on a à peu près Oui. fait tout le tour. Mais en tout cas, oui, si dans notre auditoire, c'est comme ça qu'on dit, dans notre auditoire, on retrouve des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir et aussi à déposer vos arguments dans l'espace commentaire. C'est le but d'un débat. Peut-être qu'on est finalement assez ignorant en la matière de Park Chan-wook. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra nous reprocher, mais de notre point de vue à nous, en essayant de prendre un maximum de hauteur, ce sont ces interrogations-là qu'on a essayé de se poser, donc à vous, qui serez peut-être plus connaisseurs, de nous y répondre en commentaire. Donc voilà, je pense qu'on va se stopper ici. C'était un vrai Oui, oui. plaisir de discuter avec toi, Albator. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Hugo. Tu as une très belle voix, tu parles bien, tu utilises des mots compliqués, moi j'aime bien. Du coup, c'est un plaisir à chaque fois. Mais aussi, si vous connaissez un petit peu plus dans la société coréenne, parce que c'est un système assez jeune, une société très compétitive, et que vous avez vu le film Bah, et que vous répondez-nous en en pensez. coréen. Oui, répondez-nous en coréen, comme ça vous faites bien l'éprouveur et on sait si c'est vrai ou pas. Mais voilà, merci de nous avoir écoutés. Je vous renvoie sur notre site sur lequel nous, entre guillemets, Hugo, postons des critiques. La dernière, c'est sur Palestine 36, si je me trompe pas dans le titre, que j'ai toujours pas vu, C'est ça. mais qui était quand même bien comme critique. Le film, je vais bientôt le voir, du coup, je pense qu'il est bien, mais on verra. Il y a aussi l'Instagram sur lequel on devient vraiment actif, hein, puisque en plus de toutes les annonces, comme quoi nous avons sorti un truc sur d'autres réseaux, nous publions des choses sur Instagram, du coup, avec des réels. Là, le dernier en date, c'est sur une balle dans la tête, c'est à l'occasion de sa ressortie, fait par Jules Melon. Je vous invite à aller le voir, il est vraiment bien. Nous avons aussi un Twitter, un Blue Sky également. On n'en parle pas assez, mais bah on commence à se diversifier, voilà. Et on va bientôt ouvrir un letterbox sur lequel on va renseigner à peu près tout ce qu'on a fait sur le collectif, donc tous les films, etc., en mettant un petit bilan écrit, comme ça vous pouvez aller voir directement, ça passera un peu plus facilement nos avis, entre guillemets. Mais voilà, je te remercie Hugo de m'avoir suivi là-dedans, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Bah, tout pareil. Et bah merci de nous avoir écoutés, bisous bisous, allez au revoir.